Salut le Power Booster, j'espère que tu passes de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour un best-of qui parlera des cultures particulières. Elles sont bien souvent un moyen de se diversifier et de permettre aux agriculteurs d'augmenter la rentabilité de leur exploitation. Et c'est parti! Pour commencer, nous prenons la route de la Drôme, où nous avions rencontré Stéphane Boutarin afin de discuter de la culture de l'ail. Alors la filière de l'ail française est une des rares filières tenues par des agriculteurs du niveau départemental au niveau national. On essaye d'œuvrer au maximum pour garder notre représentativité, notre différenciation. C'est-à-dire qu'on a un goût, on a des semences particulières, on a une façon de travailler qui est sur des exploitations à type humaine, des exploitations familiales, et on essaye de préserver ça. La politique actuelle nous pose problème. En effet, toutes les grandes familles de cultures arrivent à garder des matières actives. Ce sont les cultures mineures à qui on supprime le maximum de produits phyto. Et parce que c'est pas intéressant pour les entreprises d'arriver à les garder, ça coûte trop cher. Donc nous aujourd'hui on nous enlève énormément de matières actives pour les désherbants, pour les fongicides, et le travail que la filière fait pour essayer d'en faire réhomologuer est assez sapé par cette politique actuelle qui rend difficile toute homologation. L'ail français souffre également d'une concurrence en termes de quantité. Il faut admettre encore une chose, c'est que la France en ail représente 20 000 tonnes sur une consommation de 40 000 tonnes. Les Espagnols en font 260 000 tonnes et les Chinois 6,5 millions. Donc on reste vraiment une toute petite filière. Par contre, voilà, on reste des agriculteurs sur des exploitations à taille humaine. C'est pour cela que Stéphane, président de l'association des producteurs d'ail de la Drôme, met en avant le goût de son produit, véritable point de différenciation d'avec les grands pays producteurs. L'association des producteurs d'ail de la Drôme essaye depuis plusieurs années de mettre en avant la différence de variétés françaises grâce au goût. On a oublié pendant longtemps la commercialisation de l'ail et de son goût. On présentait l'ail en étant blanc, violet, et il est gros, il n'est pas gros, et uniquement là-dessus. On essaye de remettre en avant ses particularités gustatives. En effet, un ail violet, cru ou cuit, reste quelque chose de fort et adapté à une cuisine méditerranéenne. Un ail blanc, IGP de la Drôme, va être beaucoup plus doux et va permettre une cuisine un peu plus entre guillemets standardisée, ou tout au moins pour les palais qui ont moins l'habitude, va passer très très bien. Et après, il y a les roses. Donc le rose de Lautrec que l'on connaît, mais aussi les roses d'Auvergne, les roses du Nord, qui sont des variétés qui sont à la fois un petit peu plus piquantes au départ et qui sont douces après. C'est un ail de bonne conservation. Donc chaque variété que l'on a en France participe à une identité culinaire assez différente et très large. C'est-à-dire que chaque région a son habitude de cuisine avec son ail. Et j'invite les gens à y faire attention et à tester les différentes variétés pour adapter à leur cuisine et à leur goût. Aïe aïe aïe, je sais pas vous mais moi ça me donne faim. Pour ceux qui auraient le palais plus délicat, que pensez-vous de la lavande? Véritable culture emblématique du sud-est de la France, elle est cultivée pour son essence. Nous avions rencontré Jérôme Chiocca afin de mieux comprendre les enjeux de cette culture.
Jérôme, c'est toi l'exploitant, une belle entreprise de travaux et puis en même temps 200 hectares à peu près de... 260 hectares de plantes à parfum, soja, lavandin et immortel. Bon, alors il y a du positif et il y a du négatif. C'est comme toujours dans la vie. Le positif, c'est qu'on démarre avec un prix de l'huile qui est pas trop mal, non? Aujourd'hui, 30 €. Autour des 30 € en ce moment, ouais, plutôt bien. Et puis il y a du négatif. Le négatif, c'est que cette culture est sensible au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maladies qu'il n'y avait pas avant. Ben ouais, ça fait 4-5 ans qu'on se retrouve avec un fort dépérissement, la cicadelle, un insecte qui pique les lavandes. Et on a un gros problème, on n'arrive pas à lutter contre cette maladie et on s'aperçoit des parcelles qui, au bout de 4-5 ans, qui meurent, quoi, qu'on est obligé d'arracher au bout de 4-5 ans. Alors, et puis il y a la concurrence. Et la concurrence, elle se fait pas en Chine, elle se fait en France. Elle se fait en France, ouais, concurrence, si on peut appeler la concurrence, ça se délocalise dans l'Eure-et-Loire, en dessous Paris, quoi. Et c'est peu là le problème pour nous, quoi. Parce qu'à l'avenir, ici, avec le climat, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas 36 solutions. La pistache, peut-être des amandiers, mais vous n'êtes pas les seuls à le faire. Non, ben amandier, ça revient un peu à la mode. Olivier, mais bon, il y en a, je sais pas encore. Pourquoi vous n'avez pas fait une AOP, une AOC? Ben, il aurait peut-être fallu y réfléchir quelques années. Ça s'est jamais fait. Peut-être serait la solution. En tout cas, bonne chance et puis superbe région et beau métier. Voilà, merci. Merci. Mais comment récupère-t-on l'huile de lavande? Nous nous sommes rendus sur la distillerie de la famille Choca pour en apprendre plus sur ce procédé. Tout d'abord, la lavande est placée dans une benne. Celle-ci, une fois fermée hermétiquement, est traversée par de la vapeur d'eau. Celle-ci se charge en essence de lavande avant de s'évaporer par un conduit direction le refroidissement. Ici, la vapeur est changée en eau et en huile de lavande, et il ne reste plus qu'à séparer ces deux éléments en se basant sur la physique puisque l'huile est plus légère que l'eau. L'huile récupérée est ensuite placée dans des cuves prêtes pour la vente. Le pavot est de nos jours de plus en plus recherché par les consommateurs et ça, Julien Charrier l'a bien compris. Il nous explique les raisons qui l'ont poussé à se tourner vers la culture de l'œillet. Je vais vous parler d'une culture, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Il s'agit de l'œillette. Bonjour Julien. Bonsoir. Alors Julien, tu es agriculteur et tu as la chance de cultiver depuis combien d'années l'œillette? Donc depuis 5 ans. Alors c'est compliqué à cultiver? Il y a 2 points essentiels. Donc c'est le semis qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire que ça se sème à partir du 15 mars à des densités qui sont en général de 800 grammes à 1,2 kg selon la période où la culture est semée, et ça se récolte entre le fin juillet et le 15 août où on peut avoir des problèmes de verse. Alors déjà voyons le semis, c'est des graines qui sont minuscules, il faut avoir un semoir particulier? Non, absolument pas, on le sème avec un semoir traditionnel. Par contre, il faut à tout prix surveiller la pique du semoir, c'est-à-dire semer en surface de façon à conserver le maximum de pieds en surface. Et puis côté récolte, est-ce qu'il faut une moissonneuse batteuse équipée? Non, par contre il faut faire attention à ces vents. J'ai fait adapter une poulie sur ma moissonneuse pour pouvoir récolter justement le pavot et limiter la perte sur la moissonneuse. Alors c'est vrai que quand on casse justement le pavot, on se rend compte qu'il y a énormément de graines dedans. Oui, c'est assez surprenant. Ouais. On en demande beaucoup au niveau français, on en a besoin aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui est... Donc celui-là, c'est une variété qui s'appelle la Marianne et qui est pour l'alimentation humaine. Donc il n'y a pas d'opium dedans ou ce genre de choses. D'accord. Concrètement, est-ce que c'est une culture qui paye bien ou pas? Oui, c'est assez rentable, oui, effectivement. Oui. Donc il faut y aller? Il faut y aller. Oui. Autre question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la biodiversité. Voilà, exactement. Donc ça fait 12 ans que je suis en non-labour. Ça m'arrive éventuellement de ressortir la charrue pour des cas atypiques, problèmes de régras ou de vulpin. Mais l'essentiel de mes parcelles sont donc décompactées et hercées. Donc le but d'éviter de retourner la terre, c'est de conserver forcément cette biodiversité. Et aujourd'hui, on retrouve une structure de sol qui est assez étonnante. Quand tu dis biodiversité, c'est
Les vers de terre essentiellement. Voilà. Et puis tu cherches à allonger aussi la rotation? Tout à fait. Donc on se retrouve avec 7 cultures sur le site. Aujourd'hui, j'ai 40 à 60% de têtes d'assolement selon les années. Donc c'est assez intéressant par rapport à du blé tendre où on est dans un contexte où malheureusement les prises ne sont pas toujours là. Tu es un jeune agriculteur qui croit dans l'agriculture? Oh, bien sûr. Tu as repris la ferme de ton père et de ton oncle et en même temps l'entreprise? Alors donc j'ai repris l'exploitation de mon père et de mon oncle. Par contre j'ai développé le côté entreprise. Aujourd'hui je cultive 350 hectares et donc mon assolement est le même chez moi que chez mes clients. Bon, merci beaucoup Julien et félicitations. Merci. Enfin, nous terminons par une culture qui n'en est pas vraiment une, mais qui permet de rentabiliser ses déchets agricoles ou d'élevage, la production d'énergie. Nous avions rencontré Anthony Ménard qui a réussi à rentabiliser sa station de méthanisation. Un poète a déclaré un jour « Le pognon ne sort pas du trou du des vaches ». Et s'il avait tort? Alors Anthony, on va parler argent pour finir. Au final, vous avez dû investir combien? Alors au final, nous, on a investi donc récupérateur de menu paille sur notre moissonneuse et puis matelas dans les logettes pour passer en système lisier. On a investi la somme de 600 000 € avec 37% d'aide. 30% de l'ADEME qui faisait une étude sur la petite méthanisation et son développement. Et puis 7% du conseil régional qui cherchait à subventionner les énergies vertes. Et maintenant, comment estimer si c'est rentable ou pas? Alors maintenant, comment estimer si c'est rentable? En regardant ce que l'on peut vendre par mois. Moi aujourd'hui, pour être très transparent, il me faut 4 500 € pour rembourser mes prêts sur la méthanisation et couvrir mes charges. Il me faut entre 500 et 1000 € de trésorerie pour pouvoir changer le moteur dans quelques années. Donc on arrive à une somme de 5 000 à 5 500 € de facturation d'électricité par mois. Et aujourd'hui, je facture 6 500 € en moyenne d'électricité par mois. Donc voilà, j'arrive à rémunérer mon temps. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il n'y a pas quelque chose qui vous énerve quand même? Alors oui, ce qui est énervant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur un atelier lait, en France, on va réussir à gagner de l'argent avec la bouse de vache et pas avec le lait. Et ça devient vraiment dommageable. On est avant tout des producteurs de nourriture. On veut bien devenir des producteurs d'énergie, sans souci, mais on voudrait que tout se rémunère et pas aujourd'hui qu'on réussisse à gagner notre vie qu'avec de la bouse de vache. Anthony, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre unité ici de micro-méthanisation. Et voilà, ce Best of Power Boost est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite évidemment une bonne année.